Bonjour Alain Grèche. On ne vous présente plus, journaliste, essayiste, fondateur du média Orient 21, spécialiste du Proche-Orient et du monde arabe aussi, l'auteur d'innombrables ouvrages sur cette zone. Et le dernier en date est donc intitulé Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. C'est un regard lucide et recontextualisé sur la guerre d'Israël en Palestine. Je sais qu'on a du mal aujourd'hui avec le fait de recontextualiser. Vous avez pris le parti de le faire et on en parle tout de suite dans cet entretien. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre que vous reconnaissez vous-même dans le prologue comme un ouvrage écrit à chaud dans le contexte de cette guerre? C'est la guerre de Gaza et au-delà des massacres, au-delà du terrible drame que ça représente pour les Palestiniens, j'avais l'impression qu'il y avait aussi d'autres choses qui se jouaient à Gaza. Il se joue l'avenir du peuple palestinien et l'avenir de la paix au Proche-Orient. Mais ce qui m'a frappé dans Gaza, et surtout sur la couverture médiatique et politique dont je parle beaucoup dans le livre, c'est l'impression que pour nos dirigeants, pour une partie des journalistes importants, cette guerre n'est plus, comme c'était dans les années 70 et 80, un affrontement entre Israël et les Palestiniens, un peuple qui se révoltait à juste titre contre une occupation. Ça s'inscrit dans une guerre de civilisation dans laquelle l'ennemi, c'est pas seulement les musulmans, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est seulement les Palestiniens, c'est aussi les musulmans. C'est une espèce de guerre de terrorisme. Il y a une entité le terrorisme, mais qui recouvre un peu abstraite. Oui, mais qui recouvre. On avait parlé la dernière fois ici très longuement du terrorisme et de la manière dont c'est manipulé. Mais ça recouvre quelque chose de plus profond et de plus inquiétant, c'est-à-dire la volonté du monde occidental, ou en tous les cas des dirigeants du monde occidental, de s'enfermer dans une espèce de vision d'une guerre que l'Occident est menacé. Il est menacé partout. Il est menacé en Palestine par les Palestiniens et il est menacé en France par les musulmans qui seraient une espèce de cinquième colonne. Et je crois que c'est ça qui est nouveau dans le contexte. Je veux dire. Comme j'ai dit, moi j'ai connu cette question de Palestine depuis 50 ans. Globalement, sous l'impulsion du général de Gaulle, sous l'impulsion des différents présidents de la République, en tous les cas jusqu'à Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus, y compris à droite, que la question c'était avant tout que donner aux Palestiniens un État. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une question secondaire, enfin, et pas aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, que ce qui nous mobilise, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est l'idée que nous faisons face à un ennemi qui est à la fois un ennemi militaire, mais qui voudrait saper les fondements de notre société. C'est ça qui me semble très grave dans le contexte actuel. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'une des premières prises de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet, l'une des premières propositions du président de la République a été de proposer la formation d'une alliance contre le terrorisme, contre le Hamas. Oui. Comme si c'était l'enjeu final de cette guerre, en fait. Ça amène deux réflexions. La première, cette proposition totalement absurde, idiote au sens propre, on sait maintenant qu'elle a été soufflée au président de la République par Bernard-Henri Lévy. Et que Bernard-Henri Lévy puisse être un conseiller du président sur les questions internationales, on reste rêveur. Et puis, c'était l'idée, effectivement, d'inscrire ce conflit dans un cadre plus vaste. La Palestine, c'est un conflit d'un peuple qui vit depuis 50 ans sous l'occupation. Et on s'est habitué. Et je dirais le gouvernement français s'était totalement habitué. Et depuis 15 ans, avec Sarkozy, avec François Hollande et avec Emmanuel Macron, il n'y avait aucune initiative. Il faut se rappeler le temps où la France était un moteur actif. Elle n'était pas anti-israélienne, la France avait... De Gaulle était quelqu'un qui était un grand admirateur d'Israël. Et pourtant, il a pris des positions parce qu'il pensait que c'était la justice, que c'était le droit international et qu'il n'y aura pas de paix et de justice sans droit international en Palestine. C'est ce que vous appelez un peu les dérives françaises. Il y a eu des complaisances un peu traditionnelles comme ça, de Gaulle à Sarkozy. Il y a eu Chirac, il y a eu Hollande. On n'a jamais osé clairement se positionner pour
la Palestine? Non, on s'est positionné pour la Palestine jusqu'à, on peut dire en gros, jusqu'à Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que la France a été celle qui a porté l'idée qu'il fallait soutenir, en Europe, soutenir l'autodétermination des Palestiniens. Négocier avec l'OLP à un moment où les Américains et Israël disaient l'OLP c'est des terroristes. Et la France a joué un rôle très actif là-dessus. Mais justement parce que la lecture du conflit, c'était il y a un peuple qui vit sous occupation, qu'il faut aider à obtenir un État. Et c'est d'autant plus important que la question palestinienne dépasse très largement les frontières d'Israël-Palestine. C'est une question qui est au cœur de la population dans le monde arabe et musulman, et beaucoup plus général, on le voit aujourd'hui. Donc il y avait une volonté politique. Et puis, depuis en gros... C'est-à-dire, c'est à la fois l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi le 11 septembre 2001. Petit à petit, s'est fait un changement de grille de lecture, et qui est pas seulement celui des présidents de la République, qui est aussi celui des élites. Quand même, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qui s'est passé depuis Gaza. Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Les Républicains, c'est l'héritier, en principe, de l'UMP, du parti gaulliste de Gaulle. Et on voit Éric Ciotti proposer de transporter l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. C'est un crachat sur la tombe du général de Gaulle. C'est vraiment une rupture totale. Et personne dans son parti trouve ça anormal. Pourquoi cette rupture ? Alors, vous passez au crible tous les détails, comme la sémantique, par exemple, qui tend à justifier un petit peu qu'il y ait une espèce d'offensive, de massacre indiscriminé. On a, par exemple, très vite entendu parler de guerre d'Israël contre le Hamas, sans considérer que, en fait, il y avait une population civile qui était la première cible. Oui, et puis surtout, on a pensé que le début de l'histoire, c'était le 7 octobre. Et aujourd'hui encore, on vous dit la guerre, c'est 200 jours de guerre, etc. Mais c'est une guerre qui dure depuis 50 ans, sous des formes différentes, et qui se traduit par l'oppression permanente des Palestiniens. Je veux dire, on parle de Gaza, on dénonce le Hamas en disant ils sont méchants, etc. Mais la réalité, c'est 2,5 millions de gens qui vivent sous blocus. Les jeunes ne peuvent pas sortir de ce territoire avant même la guerre du 7 octobre. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire. En gros, aujourd'hui, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé le 7, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre ? Est-ce que le 6 octobre, on était sur la voie d'un règlement de la question palestinienne ? Est-ce qu'on était sur la voie d'un allègement du blocus, de la création d'un État palestinien ? Et Israël avait un interlocuteur qui était pour lui l'autorité palestinienne. Il n'a pas négocié. Non seulement il n'a pas négocié, mais il a maintenu la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas, y compris en permettant que des financements arrivent pour le Hamas. De manière, Netanyahou l'a dit clairement, et la presse israélienne l'a repris, tant qu'ils sont divisés, tant que les Palestiniens sont divisés, personne dans la communauté internationale va nous demander de négocier avec eux. Et c'était vrai. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu de négociation. Et depuis 10 ans, le gouvernement français, qui, comme j'ai dit, à un moment a été actif, n'a rien fait. Emmanuel Macron n'a strictement rien fait pour aider à débloquer cette question palestinienne. En partie, je crois, et j'allais dire sincèrement, il pensait que la question était réglée d'une certaine manière, que les Palestiniens allaient disparaître, qu'il allait avoir la paix entre Israël et les pays arabes, et que, bon, finalement, les Palestiniens, on les passait par perte et profit. Mais le 7 octobre a montré que c'était absolument illusoire. C'était d'ailleurs le cas aussi dans les médias. C'est un conflit qui était passé sous silence et qui, pourtant, le joug de cette exploitation, de cette colonisation sur les Palestiniens n'avait pas disparu, mais les médias s'en débarrassaient comme ça. Oui, il y a eu, je cite plusieurs études, en particulier du site de critique des médias qui s'appelle Acrimed, qui montre comment le problème palestinien a disparu dans les années qui ont précédé le 7 octobre. Ils ont disparu du discours politique français, du discours des dirigeants et des médias. Et donc, quand se passe le 7 octobre, les gens disent « Ah, mais comment avant, il y avait la paix. Avant, on tuait... C'est-à-dire, comme je dis, le calme en Palestine, c'est quand on tue que les Palestiniens.
C'est-à-dire, effectivement, avant le 6 octobre, il y avait le calme en Palestine, c'est-à-dire qu'on tuait des Palestiniens. Et avant le 7 octobre, on a tué, en 2023, les Israéliens ont tué plus de Palestiniens que jamais depuis la seconde intifada. Donc, et ça, en Cisjordanie, il n'y avait pas le Hamas. Et pourtant, cette répression, cette colonisation, elle se poursuivait. D'ailleurs, vous dites il y a dans les discours une volonté de un petit peu contraindre les Palestiniens à reconnaître ou à accepter leur sort de peuple vaincu, ce qui rentre un peu en résonance ou en contradiction même en fait avec l'effondrement qu'a été le 7 octobre du système de sécurité israélien. Ça fait très longtemps que c'est une illusion à la fois israélienne et occidentale. L'idée qu'il y a un important responsable américain pro-israélien qui a dit il y a 10 ans de ça, nous avons gagné. Nous, il voulait dire nous, les États-Unis et Israël. La seule chose qui nous manque, c'est que les Palestiniens acceptent qu'ils ont perdu. Or, toute l'histoire nous montre qu'ils n'acceptent pas et qu'ils n'accepteront jamais. Et que donc, soit on est dans cette guerre perpétuelle, soit il faut aller vers la seule solution possible, qui est l'application du droit international. En plus, avec cette dimension que, et c'est un des aspects inquiétants dans cette crise, c'est les positions occidentales de soutien à une politique qui est une politique, même si on récuse le terme de génocide, de massacre à grande échelle, met l'Occident en contradiction totale avec ses principes et discrédite dans le monde arabe et plus largement tout discours occidental. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Notamment au Maghreb, la France a été chassée du Sahel et nous préparons le moment où elle sera chassée du Maghreb. Pourquoi ? Au Maghreb, vous discutez avec n'importe qui, des islamistes aux démocrates, des nationalistes arabes aux communistes, etc. Tous sont d'accord, à la fois dans le soutien au peuple palestinien et dans la condamnation de la politique française. Et en plus, quand ils voient les médias français, parce qu'ils ont l'avantage au Maghreb de parler l'arabe et de regarder beaucoup les médias français, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un avantage compte tenu de ce qu'ils voient, ils disent mais si c'est ça le modèle que vous nous proposez, si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Et donc là, il y a quelque chose de très grave. C'est pour ça que je dis que ce qui se joue à Gaza, ce n'est pas seulement la question de l'avenir du peuple palestinien, c'est aussi l'avenir des relations internationales. Dans le livre, je cite un long article que Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a fait. Elle dit « Depuis le 11 septembre 2001, l'Occident est en train de jeter aux orties tout le droit international. Ça a commencé avec l'invasion de l'Irak, avec les tortures. C'est-à-dire maintenant la torture qu'on a vue à Abu Ghraib que les Américains exerçaient, est devenu quelque chose de normal. Et les Israéliens l'utilisent. Il y a une torture. Je veux dire, il faut lire la presse israélienne. Des images de Palestiniens qui étaient déshabillés et mis en file indienne dans la rue, sans que ça ne provoque pas le grand témoin. On sait, il faut lire un peu la presse israélienne, elle n'est pas toujours très objective, mais là, on sait qu'il y a une prison qui est l'équivalent d'Abu Ghraib. En Israël, où on torture les gens, où on obtient de faux aveux, qui permet aussi une propagande en disant voilà, ils ont reconnu ça et ça. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que comment vous voulez, si l'Occident accepte cette violation du droit international qui est l'occupation permanente de la Palestine, comment s'étonner que l'Occident ne rencontre pas un soutien très important dans sa politique en direction de l'Ukraine? Les gens disent, oui, vous soutenez l'Ukraine pour des raisons géopolitiques qui n'ont rien à voir avec le droit international. Puisque si vous soutenez le droit international, vous soutiendriez les Palestiniens. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à la fois lorsque vous le présentez dans votre livre et à l'observer aussi dans la réalité, c'est la façon dont le caractère colonial de l'État d'Israël peut être parfois totalement sous-estimé, réduit à néant. Vous citez par exemple l'intellectuel camerounais Achille Bembe qui dit « Le droit souverain à tuer n'est soumis à aucune règle dans les colonies. Le souverain peut y tuer à tout moment et de toutes les façons. » On a là en fait une illustration des actions d'Israël qui, de fait, est un État colon. Oui, et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a tout un débat. Est-ce que le mouvement sioniste est un mouvement de colonisation ? Quand le mouvement sioniste a commencé à exister et à s'installer en Palestine,
il n'était pas du tout, il n'hésitait pas du tout à dire nous sommes des colons. Des colons, ça veut dire quoi? Une population européenne qui va dans un territoire où il y a déjà une population, mais qui dit cette population n'existe pas, où elle n'a pas de droit. Et ça a été le caractère, je veux dire, c'est ce qui a marqué le mouvement sioniste et donc l'État Israël depuis sa création, avec la confiscation de terres, avec l'expulsion de Palestiniens, etc. Avec l'idée, parce que c'était quand même l'objectif, toutes les colonisations n'ont pas été de ce type. Certaines colonisations n'étaient pas des colonisations de peuplement. On n'envoyait pas des gens colonisés. Mais ici, il y avait une volonté, non pas d'utiliser les Palestiniens comme une main-d'œuvre, comme par exemple les Noirs en Afrique du Sud, mais de les expulser. Et de le faire par étapes en fonction des rapports de force. C'est en tout cas l'observation qu'on voyait de la réduction du territoire aux Palestiniens était progressivement changeante au fil des années. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout la population. C'est-à-dire on a expulsé un tiers de la population, 2 tiers en 1948-50. En 1967, on a encore expulsé 300 000 Palestiniens. Et aujourd'hui, pour moi, le but principal de l'opération contre Gaza, au départ, c'était l'expulsion des Palestiniens. Ils espéraient que l'Égypte allait les accepter et qu'on pourrait les expulser. Donc, c'est dans la logique de ce mouvement sioniste, en ce sens qu'il est un mouvement colonial. Et puis, il y a autre chose qui est très important. Si vous voulez, on cite beaucoup Bernard-Henri Lévy, et je me suis payé, si je peux dire, lire son dernier livre, et il dit c'est pas un mouvement colonial. La preuve, c'est que les gens qui étaient là-bas, qui allaient, les colons des années 1920-1930, étaient animés des idéaux socialistes. Et effectivement, ils avaient le drapeau rouge, et ils chantaient l'Internationale, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie importante du mouvement social-démocrate était favorable à la colonisation. Et je raconte que la Commune de Paris, qui a été un élément important en 1871 à Paris, il y a eu des communes dans d'autres pays, dont Alger. Et à Alger, ils étaient avec les objectifs de la Commune de Paris, mais ils étaient pour qu'on réprime en même temps les indigènes qui se révoltaient à la même période. C'est le mouvement social-démocrate et le mouvement socialiste a souvent été porté d'une idéologie coloniale. Et il a fallu la rupture de l'internationale communiste pour qu'au moins en déclaration, mais parfois aussi en acte, il y ait cette rupture entre le mouvement socialiste, enfin entre la gauche et c'était attitude coloniale, et c'était le mot d'ordre de l'international. C'était plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais c'était prolétaire de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous. Ce qui est un changement radical. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'ils adoptent cette politique coloniale. Et en France, c'est d'autant plus fort aujourd'hui qu'il y a ce retour du colonial contre les populations considérées comme dangereuses, c'est-à-dire les musulmans, contre qui on a une vraie politique d'État. Je pense qu'elle n'a pas d'équivalent dans les autres pays européens de criminalisation des communautés musulmanes. Et pas des islamistes, pas des islamistes. C'est-à-dire que être musulman aujourd'hui, c'est être suspect en France. Et on l'a vu avec ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « La France, je l'aime mais je la quitte ». Ce sont les élites musulmanes qui sont, d'une certaine manière, l'exemple de la réussite du modèle républicain, qui disent « on n'en peut plus ». Parce que quoi qu'on fasse, on est suspect si on s'appelle Mohamed ou Fatima. Il y en a qui changent même de prénom. Et ça, c'est effectivement très grave parce que ça enferme la France dans une guerre civile. Et puis, c'est aussi la victoire du Rassemblement national. Alors, votre critique est surtout politique ou alors la critique d'un système. Malheureusement, depuis le 7 octobre, il y a un amalgame parfois entretenu par certains relais d'opinion qui laissent à penser que l'antisionisme et l'antisémitisme seraient en fait une seule et même chose dans le fond de la pensée de ceux qui utilisent ces pratiques. Qu'est-ce que vous pensez de cet amalgame qui revient et qui est apparemment de plus en plus accepté comme tel? On ne peut plus critiquer la politique d'un gouvernement israélien, fût-il d'extrême droite, comme l'est celui de Benjamin Netanyahou, sans passer pour être un antisioniste, donc quelque part d'être un antisémite. La réponse, elle est apportée par les communautés juives elles-mêmes.
C'est-à-dire aux États-Unis, par exemple, dans les mouvements étudiants, la place des Juifs est très importante, des Juifs qui condamnent Israël. En France aussi, elle est moins importante pour des raisons, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a une partie de la communauté juive qui, au nom de ses convictions, de sa philosophie, de sa religion, condamne la politique israélienne. Et ça, c'est très important. C'est une réponse, bon, à moins de dire tous ces juifs sont aussi antisémites, je veux dire, c'est quand même difficile. Ensuite, il y a une confusion. Le sionisme, c'est un mouvement idéologique. On peut le soutenir ou le condamner. L'antisémitisme, c'est un délit, c'est un crime, c'est qu'il faut condamner. Ça n'a rien à voir, je veux dire. Et il y a eu un livre qui vient de paraître qui s'appelle L'antisionisme, une histoire juive. C'est un titre un peu ironique, qui montre que les premiers antisionistes, les plus fervents antisionistes au moment de la création du mouvement sioniste, c'était des juifs qui ont critiqué pour des raisons très différentes. Des fois pour des raisons religieuses, des fois pour des raisons internationalistes, des fois parce qu'ils avaient peur, et c'est ce à quoi on assiste, que cette espèce de double allégeance, ou le fait que, comment dire, Israël s'octroie la représentation des Juifs, qu'ils soient français, allemands, etc., pouvait créer pour eux-mêmes. Donc tout ça, je dirais, effectivement, a créé un certain nombre d'amalgames. Et bon, qu'on soit clair, il y a un regain d'antisémitisme. C'est un prétexte d'antisémitisme, en fait. Non, ça peut exister. Ou ça peut exister que des gens peu politisés reprennent des mots d'ordre qui sont antisémites. Il faut les condamner, il faut les combattre. Et je crois que le mouvement de soutien aux Palestiniens est conscient de ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le mouvement... Ça ne veut pas du tout dire que tout le mouvement l'est. Je dirais, ce qui est étonnant quand même, c'est quand on réfléchit à l'histoire, Israël a été créé comme refuge pour les Juifs du monde. C'est peut-être l'endroit où ils sont le plus en danger. Et deuxièmement, Israël, par son identification entre nous, Israël, et les Juifs, met les Juifs en difficulté. Je veux dire, on a eu cette affaire des franco-israéliens qui servent dans l'armée israélienne, dont certains ont commis des crimes de guerre, qui, j'espère, passeront devant les tribunaux. Mais imaginons ces jeunes revenant dans leur quartier et se glorifiant d'avoir participé à ce massacre des Palestiniens. Comment ça va être ressenti? Et puis les gens, en même temps, les gouvernants disent « Ah, il ne faut surtout pas importer le conflit israélo-palestinien en France ». Mais ces gens, ils ne l'importent pas. Ils vont là-bas se battre et ensuite ils reviennent se vanter, y compris un certain nombre, se vanter de crimes qu'ils ont commis. Donc là, il y a vraiment un jeu très dangereux. Je pense qu'Israël met en danger les Juifs du monde. Alors, il y a la question de la censure qui est de plus en plus prégnante. Certaines dérives qu'on a pu observer lorsque certaines voix s'élevaient en faveur des Palestiniens et qui étaient tout de suite accusées de faire le jeu du Hamas. On a parlé d'apologie du terrorisme des personnalités politiques convoquées par la police. Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive totale de ce qu'on a appelé le soutien inconditionnel ? Il y a plusieurs éléments là-dedans, vous avez raison. D'abord, il y a une décision du gouvernement, des autorités, d'Emmanuel Macron, de Darmanin, de criminaliser le soutien aux Palestiniens. C'est les directives, dès le 10 octobre, il y a la directive du ministre de la Justice, etc. Ça, c'est une volonté réelle d'empêcher que s'exprime la solidarité. Et c'est vrai que ça crée la peur, notamment dans les communautés musulmanes. Il y a une peur d'être identifié au terrorisme, et donc les gens ont moins de courage pour parler. Mais c'est vrai aussi dans la communauté universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont suspendus de leur poste, où il y a des mesures administratives, il y a des gens qui sont licenciés. Donc effectivement, il y a une volonté de réduire le débat. En l'occurrence, ce qu'ils font, les personnalités politiques, pour le coup, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, dans le cadre du communiqué de LFI, c'est de recontextualiser un peu ce que vous faites en fait dans ce livre, c'est de dire
le massacre du 7 octobre, il a eu lieu dans un contexte. On ne peut pas sortir cet événement, aussi dramatique soit-il, de son histoire globale. Est-ce que ça justifie d'être accusé d'apologie du terrorisme? Non, non, bien sûr. Alors, il faut rappeler que, quand même, cette incrimination a été introduite dans la loi par le gouvernement de François Hollande en 2014, à la suite des... ou 2015, à la suite des 2015, je crois, à la suite des attentats de Paris, et que c'est une mesure totalement attentatoire aux libertés. Et on voit comment elle est utilisée. C'est-à-dire, il y a des... Dans la loi, on pouvait être poursuivi pour apologie de crimes de guerre, etc. Il n'y avait pas besoin d'une loi supplémentaire. Là, on voit bien, comme on ne sait pas ce que c'est le terrorisme, comme c'est un concept tellement vague qu'on peut accuser n'importe qui de terrorisme, aujourd'hui, ça sert effectivement à empêcher l'expression de voix dissidentes. Mais plus largement, il faut le dire, que notre paysage médiatique, ce n'est pas le cas seulement de la France, est un paysage aujourd'hui qui est dominé par quelques puissances, les puissances de l'argent. Il y a une espèce de récit unique. Je veux dire, pendant les premières semaines après 7 octobre, on était dans une propagande digne d'un régime totalitaire, où vraiment on n'avait pas le droit de porter une parole dissidente. Donc il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire qu'il y a une dérive du système médiatique depuis plusieurs années, avec le rôle que joue Bolloré, le rôle que jouent les puissances de l'argent, etc., qui est effectivement très inquiétant. Alors, il y a la question un peu taboue du caractère de résistance que certains attribuent au Hamas. Vous citez notamment Stéphane Hessel, qui parlait du fait que parfois il aurait pu être vu, lui, en tant que résistant, comme un terroriste, et que finalement l'histoire l'a réhabilité dans son rôle de résistant. Mais ça se joue en fait du positionnement qu'on a vis-à-vis d'une certaine histoire. Et dire que le Hamas est un mouvement de résistance n'empêche pas de qualifier aussi ces actes comme étant des actes terroristes. En général, les mouvements de libération nationale, au cours de l'histoire, ceux qui ont utilisé la lutte armée ont utilisé le terrorisme, j'aime pas le terme, mais disons des actions qui ont visé les civils. Le FLN algérien l'a fait à une grande échelle. L'ANC sud-africaine l'a fait à une échelle plus petite, en fonction des circonstances dans lesquelles on n'a pas le temps de... Mais, comme j'ai dit, l'utilisation du terme terrorisme permet d'abord de diaboliser l'ennemi. Vous n'êtes pas contre un ennemi politique qui a des objectifs, etc., mais vous êtes contre l'incarnation du mal, donc, et de dépolitiser la question. C'est-à-dire, il n'y a pas... Avec quoi vous voulez discuter avec les Palestiniens aujourd'hui? Avec le Hamas? C'est impossible de discuter, parce que c'est le mal incarné. Et en fait, il faut rappeler le Hamas, quelle que soit l'opinion qu'on a de lui, il a été jusqu'à 45% de voix dans des élections relativement démocratiques. Il représente une part de la population palestinienne. Donc il faudra faire avec lui, je veux dire. Et d'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, l'intervention israélienne est un massacre à grande échelle, mais c'est un échec politico-militaire. C'est-à-dire que Israël n'a pas réussi à briser le Hamas comme structure politique. Et chaque fois qu'Israël s'est retiré de territoire, y compris du nord de Gaza, où normalement, ils ont installé leur hégémonie et ils ont tout brisé, ils ont brisé totalement le Hamas, on a vu que au moment des distributions de vivres, etc., c'était des gens du Hamas qui réglaient la vie quotidienne des gens. Donc, je veux dire... Comme on dit, on finit par négocier avec ses ennemis. Je veux dire, l'idée, on ne négociera jamais avec les terroristes. C'est ce que les Britanniques disaient à propos de l'armée à propos de l'IRA en Irlande. C'est ce que le gouvernement français disait à propos du FLN algérien. Donc, bon, voilà, les questions sont politiques, elles ne sont pas morales. Elles sont, bien sûr, moi j'aime pas le terme terrorisme, mais il y a effectivement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. Mais il y a eu des violations de ce point de vue, y compris par le Hamas, mais y compris d'abord par Israël, parce qu'Israël le fait à grande échelle. Mais avant tout, il y a la violation du droit politique international, qui est le droit des Palestiniens à l'autodétermination, qui est bafoué depuis 60 ans, malgré toutes les condamnations des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité où les États-Unis ont le droit de veto.
Donc c'est ça le vrai problème. Et si on ne résout pas ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après la fin des combats à Gaza. On aura peut-être l'impression que tout est réglé, et puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça repartira. Merci beaucoup Alain Grech d'être venu nous parler de ce nouvel ouvrage, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, aux éditions Les Liens qui libèrent, et qui est donc à paraître durant ce mois de mai, il me semble.